Camille Laurent avait 17 ans lorsque sa vie bascula définitivement. Dans une maison modeste située en périphérie de Lyon, elle partageait le quotidien avec sa mère, Sylvie, et son frère aîné, Julien. Depuis la mort brutale de leur père 2 ans plus tôt, le silence s'était installé entre les murs. Un silence épais, chargé de ressentiments, d'incompréhension et de blessures que personne ne savait comment penser. Camille n'était ni la plus bruyante, ni la plus turbulente. Elle aimait les livres, les longues marches solitaires dans les bois proches de la maison, et ce vieux pull de son père qu'elle refusait de laver, comme si l'odeur passée de lui pouvait encore la consoler. Julien, en revanche, avait toujours été le fils prometteur, celui sur lequel Sylvie avait misé toutes ses espérances. Il avait repris les affaires familiales, une petite entreprise de maintenance industrielle, et Sylvie n'en parlait jamais, sans une fierté à peine. Voilà. Mais ce jour-là, Camille découvrit quelque chose qui fissura le peu d'équilibre qui lui restait. En fouillant dans un tiroir à la recherche de son extrait de naissance, elle tomba sur des documents notariés. Sa part d'héritage, celle qui lui revenait légalement après le décès de son père, avait été intégralement transférée à Julien. Elle n'en avait jamais été informée. L'argent avait servi à éponger les dettes de l'entreprise, sauver ce rêve que Sylvie entretenait pour son fils, au détriment de sa fille. Elle confronta sa mère, le cœur battant, les mains tremblantes, espérant une explication, une forme de reconnaissance, un regret peut-être. Mais Sylvie, le visage figé, ne chercha ni à nier ni à justifier. Elle haussa simplement les épaules, comme si le sujet était clos avant même d'avoir commencé. « Tu n'as jamais eu ce qu'il faut pour réussir, Camille. » Julien, oui, il a une vraie chance. Et moi, je fais ce qu'il faut pour qu'au moins un de mes enfants s'en sorte. Les mots frappèrent Camille comme une gifle. Elle sentit sa gorge se nouer, mais refusa de pleurer. Elle monta dans sa chambre, claqua la porte et commença à faire sa valise. Elle ne savait pas encore où elle irait, ni comment elle survivrait, mais une chose était claire, elle ne pouvait plus rester dans cette maison. Mais ce fut Sylvie qui brisa le silence de manière plus brutale encore. En fin d'après-midi, alors que Camille s'apprêtait à sortir, valise à la main, elle aperçut de la fumée s'élevant du jardin. Ses vêtements, ses cahiers, ses souvenirs, tout ce qu'elle avait posé quelques minutes plus tôt près de la remise, brûlait dans un feu improvisé. Sylvie la fixait, debout à côté des flammes, impassible. « Tu veux partir ? Alors pars les mains vides. Ici. Plus. Rien ne t'appartient. » Camille ne répondit rien. Elle recula d'un pas, puis 2, la gorge serrée, les larmes aux yeux, mais sans crier, sans supplier. Elle serra sa valise, qui ne contenait presque rien désormais, et tourna le dos à celle qui, quelques années plus tôt, la berçait encore au bord de son lit. Elle marcha sans s'arrêter, longeant les routes de campagne jusqu'à apercevoir les premières lumières d'un petit village voisin. Elle avait 17 ans. Aucune économie, aucun plan, aucun soutien. Mais une certitude naissait dans sa poitrine, douloureuse et pure. Elle ne reviendrait jamais. Cette nuit-là, alors que le froid s'infiltrait dans ses os et que le monde semblait l'avoir oubliée, Camille fit un serment silencieux. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un décider de sa valeur. Plus jamais elle ne serait à la merci d'un amour conditionnel. La nuit tomba sans prévenir, enveloppant Camille d'un manteau d'obscurité que ni le ciel ni le sol ne semblaient vouloir percer. Elle avait marché jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus, jusqu'à ce que les lampadaires deviennent rares et que les rares passants la regardent avec méfiance. Lyon, avec ses rues familières, ses habitudes rassurantes, semblait appartenir à une autre vie, à une autre Camille. Elle trouva un petit square désert, entre 2 immeubles silencieux. Un banc, de ceux en bois usés et métal rouillé, lui offrit un semblant d'abri. Elle s'y assit, puis s'y allongea, serrant sa valise contre elle comme un bouclier contre le monde. Le vent soufflait, glacial, traînant des odeurs d'essence et de feuilles mortes. Le froid s'insinuait partout, dans ses doigts, dans sa nuque, jusqu'à ses os. Le sommeil ne vint pas. À chaque bruit, un moteur au loin, une branche qui craque, un pas sur le gravier, son cœur s'emballait. Elle n'avait jamais eu aussi peur.
Mais la peur n'était pas la seule chose à la hanter. La faim la torturait, et plus encore l'humiliation. Elle repensait au feu, aux flammes qui dévoraient ses souvenirs, aux yeux impassibles de sa mère. Elle se demandait si Julien savait, s'il avait approuvé, s'il s'était tu. Et surtout, elle se demandait ce qu'elle valait, si même sa propre famille l'avait jugée indigne d'amour et de respect. Vers 2 heures du matin, une silhouette s'approcha lentement. Camille se redressa, le cœur affolé, prête à fuir si nécessaire. Mais ce n'était qu'une vieille femme, petite, voûtée, aux cheveux gris en bataille, enveloppée dans un manteau trop large. Elle s'arrêta à quelques pas du banc et la regarda sans un mot. Puis, avec une lenteur presque solennelle, elle tendit un morceau de pain et un vieux plaid en laine. « Il fait froid, ma petite, et la nuit est longue. » Camille prit le pain sans réfléchir, les doigts tremblants. Elle ne savait pas quoi dire. La femme n'attendait pas de remerciements. Elle sourit doucement, posa le plaid au pied du banc et repartit sans un mot de plus. Camille resta figée un moment, bouleversée. Ce geste simple, ce regard sans jugement, réveilla en elle une douleur plus profonde que tout ce qu'elle avait ressenti jusque-là. Elle pleura, pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison. Pas de rage, pas de colère. Une tristesse immense, impuissante, qui la submergea entièrement. Elle mangea lentement le pain, puis s'enroula dans le plaid, s'efforçant de trouver une position confortable sur le banc étroit. Le sommeil finit par l'emporter, entrecoupé de sursauts, de frissons, de cauchemars. Elle rêva de corridors vides, de portes qui claquent, de voix qui crient sans qu'on comprenne les mots. Au petit matin, elle se réveilla engourdie, le visage humide de rosée et de larmes séchées. Le square était vide à nouveau. Aucun signe de la vieille femme. Le monde semblait indifférent à sa présence. Elle se leva, s'étira avec peine, remit ses chaussures et replaça la couverture dans sa valise. Ce simple geste, presque inutile, fut un acte de volonté. Elle ne se laisserait pas devenir invisible. En marchant vers une boulangerie dont elle aperçut l'enseigne allumée, Camille prit une décision. Elle n'attendrait plus rien de personne, ni pitié, ni secours, ni amour. Elle ne voulait plus jamais sentir cette sensation d'être à la merci des autres. Elle construirait quelque chose, lentement, seule s'il le fallait. Et un jour, elle se relèverait. Non pas pour prouver quelque chose à ceux qui l'avaient rejetée, mais pour elle-même. Ce matin-là, alors que le jour perçait les nuages, d'un ciel pâle, Camille ne savait pas encore comment elle survivrait. Mais elle savait pourquoi elle le ferait. Et parfois, cela suffit à faire un premier pas. Grenoble n'était pas un choix. C'était une direction, une fuite, un point, sur la carte où Camille pensait pouvoir disparaître. Après plusieurs jours à errer entre les villes voisines, à survivre grâce à quelques pièces tendues à la sortie des boulangeries ou à la générosité d'un sandwich oublié, elle avait trouvé une vieille carte postale dans une cabine téléphonique. Une vue des montagnes, la neige éternelle et une promesse implicite. Loin d'ici, tout est possible. Elle l'avait prise comme un signe. Le trajet jusqu'à Grenoble fut long. En autostop, en train sans billet, à pied parfois, Camille avait traversé un hiver qui ne voulait pas finir. Lorsqu'elle arriva, épuisée, amaigrie, elle comprit immédiatement qu'elle n'avait pas fui assez loin pour oublier, mais qu'elle était enfin assez loin pour commencer. Pendant plusieurs jours, elle vécut dans la gare, entre les couloirs chauffés et les toilettes publiques. Elle se lavait en cachette, volait quelques minutes de sommeil en journée et gardait toujours sa valise contre elle. Elle ne parlait à personne. Elle observait. Un matin, un panneau manuscrit à l'entrée d'une boulangerie attira son attention. Recherche aide boulangère. Débutante acceptée. Logement possible. Son cœur s'emballa. Elle entra sans réfléchir, craignant chaque pas, prête à être rejetée encore. Le patron, un homme massif aux sourcils broussailleux et à la voix rocailleuse, la dévisagea longuement. Il s'appelait Patrice. Il n'était ni chaleureux ni méfiant, juste pratique. Elle dit qu'elle avait besoin de travailler, qu'elle apprendrait vite. Il demanda si elle avait de la famille. Elle mentit. Non, plus personne. Il hocha la tête, sans autre question. Elle commença le lendemain. Le travail était rude.
Le réveil sonnait à 3 heures du matin. Elle pétrissait, nettoyait, servait les clients avec un sourire mécanique. Ses mains saignaient parfois, ses jambes tremblaient. Mais elle tenait bon. Le soir, elle dormait dans un minuscule réduit, derrière la boulangerie, qu'elle partageait avec une autre employée, Anna, une fille discrète à la voix douce, fuyant elle aussi un passé qu'elle ne racontait jamais. Camille ne parlait pas de son histoire. Elle disait simplement qu'elle avait quitté Lyon, qu'elle n'avait pas de contact avec sa famille. Anna n'insistait pas. Elle partageait des silences, des repas simples, des vêtements parfois. Une forme de complicité muette naquit entre elles, tissée dans les gestes du quotidien. Se relayer pour la douche, partager le reste des viennoiseries, plier les draps chaque matin comme un rituel. Les mois passaient. Camille, désormais habituée au rythme exigeant du travail, se surprenait parfois à sourire pour de vrai. Elle gagnait peu, mais assez pour commencer à économiser. Chaque pièce mise de côté devenait une brique invisible dans la fondation de quelque chose qu'elle ne nommait pas encore, mais qui ressemblait à une vie. Elle évitait les distractions, refusait les invitations, se concentrait sur l'essentiel. Manger, dormir, travailler, survivre. Elle acheta un carnet à couverture noire. Chaque soir, avant de dormir, elle écrivait quelques mots. Pas des souvenirs, pas des plaintes, des faits, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait appris, combien elle avait économisé. C'était sa manière de prouver qu'elle avançait, même lentement. Elle nota aussi quelques idées. Suivre un cours du soir, chercher un emploi avec plus de perspectives, peut-être un jour obtenir un diplôme. Elle se rendit un jour à la bibliothèque municipale, juste pour regarder. Elle emprunta un livre sur la gestion d'entreprise, un autre sur les droits du travail. Elle ne comprenait pas tout, mais elle soulignait, relisait, posait des questions à Anna, à Patrice parfois. Elle voulait comprendre le monde qui l'avait laissé dehors. Elle voulait y entrer par la grande porte, discrètement, mais avec fermeté. Un soir de printemps, alors qu'elle regardait les montagnes rosir sous la lumière du couchant, elle ressentit une étrange forme de gratitude. Pas envers ceux qui l'avaient rejetée, leur souvenir restait un nœud amer dans sa gorge, mais envers elle-même. Elle n'était plus celle qui pleurait sur un banc de parc, transie de froid. Elle était une jeune femme debout, en marche, prête à continuer même sans destination claire. Camille n'avait pas encore de rêve. Pas vraiment. Mais elle savait maintenant qu'elle avait une volonté, une force qu'on lui avait toujours niée, et elle comptait bien s'en servir. Le temps s'était écoulé sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Camille avait 20 ans désormais, 3 années passées à se reconstruire brique par brique, dans l'ombre, sans bruit, sans réclamer justice ni compassion. Elle avait changé de boulangerie après 2 ans, trouvant un emploi légèrement mieux rémunéré dans un commerce plus moderne. Elle avait quitté la chambre exiguë partagée avec Anna, qui avait fini par partir vivre avec un compagnon. Elle vivait maintenant dans une chambre de bonne, mansardée et froide l'hiver, mais rien qu'à elle. Un endroit où elle pouvait lire, écrire, rêver un peu. Son rythme restait rigoureux. Travail le matin, études le soir. Elle avait découvert un programme municipal de formation professionnelle, avec des cours techniques du soir ouverts aux adultes sans diplôme. Le domaine qu'elle avait choisi? L'administration et la gestion, parce qu'elle avait vu Patrice jongler avec ses commandes, ses fiches de paie, ses impôts sans vraiment savoir comment faire, parce qu'elle voulait comprendre le langage, des contrats, des règlements, des chiffres. Ce monde opaque qui l'avait exclue un jour sans explication. Elle se rendit donc à la mairie un mercredi après-midi pour s'inscrire au programme. Elle avait rassemblé les documents nécessaires, preuve de domicile, attestation de travail, pièce d'identité. Mais à l'accueil, la dame au sourire las fronça les sourcils. « Il nous manque un papier, mademoiselle. Votre certificat de fin de scolarité et surtout votre livret de famille. » Camille pâlit. Le livret de famille? Il était resté chez sa mère. Elle n'en possédait même pas une copie. Tout ce qui pouvait justifier son existence légale avant ses 18 ans était encore à Lyon, probablement oublié dans un tiroir ou détruit, comme ses vêtements ce jour-là. Elle tenta d'expliquer sa situation en restant vague. La fonctionnaire soupira, haussa les épaules. « Sans ces documents, vous ne pouvez pas vous inscrire. Peut-être pouvez-vous les demander à votre famille? »
Ce mot, famille, résonna en elle comme une gifle. Elle quitta la mairie, la gorge nouée, les mains tremblantes, cette sensation d'impuissance revenant la hanter. Elle resta assise, longtemps sur un banc de la place, à fixer les passants sans les voir. Devait-elle vraiment retourner en arrière pour avancer? Elle rentra chez elle et posa la question dans son carnet. « Et si je téléphonais, juste pour demander, juste ça ?» Le lendemain, elle chercha dans un annuaire en ligne le numéro de téléphone fixe de la maison familiale. Il était encore actif. Elle hésita longuement, le doigt suspendu au-dessus du clavier de son portable. Puis, d'un geste rapide, elle appuya sur le bouton d'appel. 3 tonalités. Puis une voix. « Allô ?» Camille sentit son cœur cesser de battre un instant. C'était Sylvie. Sa voix n'avait pas changé. Froide, mécanique, presque fatiguée. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle se força à respirer et parla. « Bonjour, c'est Camille. » Un silence. Long, puis une voix plus dure encore. « Désolée, vous faites erreur. Il n'y a pas de Camille ici. » Et la ligne coupa. Camille resta là, le téléphone collé, à l'oreille, les yeux fixes. Elle avait été effacée, pas rejetée, effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Elle revint à la réalité lentement, avec un mélange de stupeur et de colère froide. Cette femme qui l'avait mise au monde refusait désormais de reconnaître même le son de sa voix. Mais cette fois, la douleur ne la brisa pas. Elle la forgea. Elle se rendit dans une annexe administrative et demanda comment faire pour reconstituer son dossier civil sans l'aide de ses parents. On lui donna un formulaire, des délais, des adresses. Cela prendrait du temps, mais c'était possible. Elle devait envoyer une demande officielle à la mairie de son lieu de naissance, avec une déclaration sur l'honneur. Ce fut laborieux, mais elle le fit. Chaque signature, chaque timbre collé, chaque lettre envoyée était un pas de plus, loin de sa mère, et un pas de plus vers elle-même. Elle retourna à la mairie de Grenoble 3 semaines plus tard avec les nouveaux papiers. On la laissa enfin s'inscrire. Elle sortit avec une attestation d'admission et un petit fascicule contenant le calendrier des cours. Un détail banal, pour d'autres. Pour elle, un triomphe silencieux. Mais elle ne célébra pas. Pas de champagne, pas de message à un ami. Elle rentra chez elle, s'assit sur son matelas au sol et inscrivit la date en grosses lettres dans son carnet. Aujourd'hui, j'ai gagné contre l'effacement. La formation avançait. Camille suivait les cours chaque soir avec une rigueur presque militaire. Elle arrivait toujours en avance, prenait des notes méticuleuses, relisait chaque chapitre comme si son avenir en dépendait. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation, pour le flou. Elle voulait comprendre le fonctionnement des entreprises, des administrations, des comptes, tout ce qui formait le tissu solide d'une vie stable, une vie à l'abri du chaos d'une enfance fracturée. Un soir, en rangeant ses affaires dans sa chambre, elle découvrit un vieux carton au fond de son armoire. C'était la seule boîte qu'elle avait emportée le jour où elle avait fui Lyon, trop paniquée pour vérifier ce qu'elle contenait. Elle ne l'avait jamais ouverte, par peur d'y trouver des morceaux d'une vie révolue. Mais ce soir-là, elle se sentit prête. Elle souleva le couvercle, les doigts hésitants. À l'intérieur, des papiers froissés, quelques photos d'école, une médaille sportive gagnée à 13 ans, un petit carnet rose à cadenas brisé, et, pliée en 4, une lettre. Son écriture, datée de plusieurs mois avant sa fuite. Elle n'en avait aucun souvenir. Elle l'ouvrit avec précaution, le cœur serré. La lettre commençait simplement « Maman, si jamais tu trouves cette lettre, c'est que je n'ai pas eu le courage de te parler directement. Je t'écris, parce que je ne comprends plus ce que je suis pour toi. Je t'écris parce que j'ai mal. » Camille sentit sa gorge se nouer. Elle continua de lire. La lettre était une tentative désespérée de réconciliation. Une confession adolescente, maladroite et sincère. Elle y exprimait sa solitude, sa peur d'être oubliée, son besoin d'amour. Elle y décrivait l'indifférence croissante, les regards absents, les préférences claires pour Julien. Elle n'accusait pas. Elle cherchait à comprendre, à exister. « Je sais que tu as mal depuis que papa est parti. Moi aussi. Mais j'ai l'impression que tu ne me vois plus, que je ne suis plus ta fille.
juste une présence gênante. J'aimerais que tu me regardes. Une fois. Vraiment. J'aimerais que tu me demandes comment je vais. J'aimerais que tu m'aimes comme avant. Les larmes coulaient sur les joues de Camille sans qu'elle s'en rende compte. Elle relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot la ramenait à cette jeune fille qui avait encore de l'espoir, qui croyait que l'amour d'une mère pouvait se raviver par la simple force de l'honnêteté. Cette fille-là n'existait plus. Elle avait été brûlée dans le même feu que ses vêtements, ce jour-là, dans le jardin de Lyon. Mais ce n'était pas la colère qui dominait. C'était une forme de deuil, profond et irrévocable. Camille comprit alors que ce qu'elle cherchait encore, sans le dire, c'était une mère qui n'existait pas. Une mère capable d'écoute, de tendresse, de pardon. Une mère qu'elle avait inventée, nourrie de souvenirs embellis, de fragments, de gestes anciens. Ce soir-là, elle enterra ce fantasme. Elle rangea la lettre dans une pochette plastique et la glissa entre 2 pages de son carnet noir, non pas comme une relique, mais comme un rappel. Un rappel de ce qu'elle avait dû traverser pour devenir la femme qu'elle était aujourd'hui. Une survivante. Une bâtisseuse. Pas une victime. Le lendemain, au cours du soir, le professeur expliqua la notion d'actif immatériel, ces éléments invisibles mais essentiels à la valeur d'une entreprise. Réputation, savoir-faire, confiance. Camille prit des notes avec attention, puis, en marge, écrivit une phrase qu'elle ne comprit pleinement que bien plus tard. L'absence peut être un héritage aussi, un actif silencieux qui forge le caractère. Elle se sentit plus légère, après cela. Non pas heureuse, mais libre d'un poids. Elle arrêta de rêver à un appel, une lettre, un retour. Elle accepta que certaines blessures ne se ferment pas, mais qu'on peut apprendre à marcher avec elles. Elle concentra ses forces sur l'avenir, sur l'autonomie, sur les choix qu'elle pouvait faire désormais, sans attendre que quelqu'un les valide. Dans les semaines qui suivirent, elle termina le premier module de sa formation avec les meilleures notes du groupe. Elle reçut même une proposition de stage dans un petit cabinet de gestion comptable. Elle accepta sans hésiter. Pour la première fois, elle n'avançait plus à reculons. Elle construisait. Et rien, pas même les fantômes de son passé, ne pourraient l'arrêter. Le stage de Camille avait débuté depuis quelques semaines lorsqu'elle croisa, par hasard, une silhouette de son passé. Elle sortait d'un supermarché du centre-ville, les bras chargés de dossiers et de provisions, quand une voix hésitante l'interpella. « Camille? C'est bien toi ?» Elle se retourna brusquement, le cœur déjà prêt à fuir. Devant elle se tenait Thierry, un ancien voisin de son enfance, un retraité solitaire qui vivait non loin de leur maison de Lyon. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux semblaient sincèrement heureux de la revoir. « Je n'étais pas sûre, tu as changé? Mais ces yeux-là, on ne les oublie pas. » Camille sourit poliment, méfiante. Elle s'apprêtait à prétexter un rendez-vous urgent quand Thierry reprit, comme si les années n'avaient pas passé. « Tu sais, j'ai appris ce qui s'est passé avec ta mère et ton frère. Quel gâchis. J'espère que tu vas bien maintenant. Tu n'as plus donné de nouvelles. » Camille resta silencieuse. Elle ne voulait pas rouvrir cette porte. Mais Thierry, dans son empressement naïf, continua. « Julien est revenu vivre avec ta mère, tu savais? Il a tout perdu. Son entreprise a fait faillite. On raconte qu'il a dû vendre ses outils et même sa voiture. Il paraît qu'il est reparti de zéro. Et ta mère, elle a dû quitter la maison. Trop de dettes, paraît-il. » Les mots frappèrent Camille avec une force étrange. Pas de la joie, ni même de la vengeance. Une forme de confirmation. Le sacrifice qu'ils avaient fait d'elle n'avait servi à rien. Julien, l'élu, le projet, la fierté de Sylvie, s'étaient effondrés malgré tout. Elle remercia Thierry brièvement, sans trop s'attarder, et s'éloigna d'un pas rapide. Mais les pensées ne la quittèrent pas. Elle s'arrêta dans un petit café, s'installa à une table et commanda un thé qu'elle ne toucha pas. Son regard restait fixé sur un point vide, comme si les images du passé défilaient sur un écran invisible devant elle. Julien, celui pour qui on avait brûlé ses affaires, celui à qui on avait tout donné sans condition, avait échoué. Et Sylvie,
Sylvie n'était plus la femme sévère gardant la maison familiale avec autorité. Elle était maintenant locataire, peut-être dépendante, réduite à compter ses sous. La maison de leur enfance, ce bastion de douleur, n'était plus à eux. Camille rentra chez elle ce soir-là avec un étrange mélange de tristesse et de lucidité. Elle prit son carnet noir et écrivit une phrase sans émotion apparente. « Ce qu'ils m'ont volé n'a servi à rien. Et pourtant, je continue. » Elle ne chercha pas à contacter sa mère. Elle n'alla pas vérifier si la maison avait été vendue. Elle reprit simplement le cours de sa vie. Mais désormais, quelque chose avait changé. Une certitude froide s'était installée en elle. Il ne restait rien à réparer. Le passé ne reviendrait pas. Il n'y aurait pas d'excuses, pas de retour, pas de renversement spectaculaire. Seulement des faits. Et les faits, elle savait maintenant les affronter. Le stage se transforma en emploi à mi-temps. Elle gérait des dossiers de petites entreprises, apprenait à lire les bilans, à interpréter les chiffres, à poser les bonnes questions. Son patron, un homme austère mais juste, lui confia de plus en plus de responsabilités. Elle aimait cette rigueur, cette logique comptable où chaque erreur pouvait être repérée, corrigée, effacée. Une justice froide, mais au moins existante. Un soir, elle s'assit à son bureau et relut tous ses anciens journaux. Des dizaines de pages, noircies de doutes, de peurs, de décisions prises dans le silence. À la dernière page du carnet noir, elle ajouta une nouvelle section, « Objectif à 5 ans ». Elle y écrivit, presque mécaniquement, « Avoir un revenu stable et indépendant, épargner pour un projet à long terme, créer une structure juridique propre, investir discrètement, prudemment, ne jamais retourner en arrière ». Elle traça un trait sous la dernière ligne et referma le carnet. Ce soir-là, elle ne ressentait ni peine ni joie. Seulement une résolution. L'échec de Julien n'était pas une revanche. C'était une preuve que Camille n'avait jamais été le problème, que son exclusion n'était pas une question de mérite ou de valeur, mais de choix. Des choix faits par d'autres, sur lesquels elle n'avait eu aucun pouvoir. Désormais, elle reprenait ce pouvoir. Chaque jour, chaque décision, chaque euro, économisé devenait un acte de souveraineté. Elle n'attendait plus que la vie soit juste. Elle apprenait à devenir plus forte qu'elle. Camille avait 24 ans lorsqu'elle signa, pour la première fois, un acte de propriété. Ce n'était pas un grand appartement ni une maison de rêve. C'était un petit studio dans une rue tranquille de Grenoble, qu'elle n'avait jamais visité autrement qu'en photo. Elle ne l'avait pas acheté pour y vivre, mais pour le louer. Ce jour-là, elle entra dans un monde nouveau, celui de l'investissement immobilier. Discrètement, méthodiquement, elle commença à construire quelque chose que personne ne pourrait lui retirer. Tout avait commencé 1 an plus tôt, lorsqu'un client du cabinet comptable où elle travaillait parla de ses biens locatifs. Il évoqua, sans s'en vanter, les avantages fiscaux, les structures juridiques, les rendements. Camille, attentive, posa quelques questions. Elle rentra chez elle ce soir-là avec une idée fixe. Comprendre. Elle passa des nuits entières à lire sur les SCI, les holdings, les mécanismes de prêt à effet de levier, la fiscalité des revenus fonciers. Son carnet noir se transforma en tableau de bord. Chaque page était consacrée à une règle, un exemple, un calcul. Elle ouvrit un compte épargne spécifique, y versa la moitié de son salaire chaque mois, limita ses dépenses au strict nécessaire. Elle refusa les sorties, ignora les vacances, mit chaque centime au service de son projet. Elle créa une micro-entreprise, d'abord pour facturer de petits services de gestion qu'elle offrait à d'autres indépendants, puis pour disposer d'une entité légale qu'elle pourrait faire évoluer. Elle contacta un notaire discret, expliqua son objectif sans détour. Acquérir un bien locatif en son nom, mais de manière à préserver son anonymat. Il lui parla de société civile, de structures à responsabilité limitée. Ensemble, ils montèrent une petite holding immobilière dont elle était la seule associée. Le premier bien fut modeste. 27 mètres carrés, loué à un étudiant. Le prêt fut obtenu grâce à sa stabilité professionnelle, un dossier irréprochable et une garantie partielle qu'elle mit en jeu sur ses économies. Chaque mois, le loyer remboursait presque intégralement la mensualité du crédit. Elle ne gagnait presque rien, mais elle ne perdait rien.
Elle apprenait. 1 an plus tard, elle acheta un second studio, puis un troisième, en périphérie. Chaque bien était enregistré au nom de sa société, jamais au sien directement. Elle tenait à rester invisible. Elle ne voulait pas que son nom apparaisse quelque part, que quelqu'un puisse associer ses réussites à celles qu'on avait autrefois abandonnées. C'était une forme de revanche silencieuse, froide, méthodique, non contre les autres, mais contre le destin qu'on avait voulu lui imposer. Elle gérait elle-même les relations avec les locataires, utilisant une boîte postale comme adresse administrative. Elle créa un faux nom commercial pour sa société, un sigle neutre, impersonnel. Elle contrôlait tout: les contrats, les délais, les charges, les réparations. Ses journées étaient longues, ses week-ends souvent consacrés aux visites, aux devis, au suivi. Mais elle ne se plaignait pas. Peu à peu, elle se constitua un patrimoine modeste mais solide. 3 biens, puis 5. Des revenus réguliers. Une capacité de financement croissante. Elle ne dépensait rien pour elle. Pas de vêtements neufs, pas de restaurant. Elle vivait dans un studio sobrement meublé, possédait un téléphone d'occasion, utilisait encore l'ordinateur portable, acheté pendant sa formation. Elle avait appris à ne rien laisser transparaître. À son travail, elle était vue comme une jeune femme sérieuse, appliquée, discrète. Personne ne savait qu'elle gérait en parallèle plusieurs dizaines de milliers d'euros de loyer par an, ni qu'elle possédait indirectement un petit ensemble immobilier dans les faubourgs. Cette dualité la protégeait. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle voulait simplement être intouchable. Son objectif n'était pas la richesse. Elle ne rêvait pas de voitures de luxe ni de voyages. Elle voulait la sécurité. Celle qu'on lui avait volée le jour où elle avait été expulsée du domicile familial sans un mot. Elle voulait que plus jamais personne ne puisse lui dire « Tu n'as rien ici ». Désormais, elle avait quelque chose, et personne ne le savait. Un soir, en classant ses relevés de loyer, elle s'arrêta un instant. Elle prit une feuille blanche et écrivit ces mots. « Ce que je construis ne doit pas briller. Il doit durer. » Puis elle plia la feuille, la rangea dans une enveloppe qu'elle scella et la glissa entre les pages de son carnet noir. Elle ne savait pas encore que son passé allait bientôt frapper à sa porte. Mais elle était prête. Non pour pardonner. Pas encore, mais pour regarder en face ce qu'elle était devenue. 12 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Camille avait dormi pour la première fois sur un banc public. 12 ans depuis l'incendie, l'exil, la rupture définitive avec tout ce qui avait constitué son monde. Elle avait aujourd'hui 29 ans, et chaque jour de sa vie depuis cette nuit s'était bâti sur la volonté de ne plus jamais dépendre de personne. Son portefeuille immobilier s'était étoffé, toujours dans l'ombre. Elle vivait avec une discipline rigide et rien n'entrait dans son existence sans contrôle. Jusqu'au jour où une lettre brisa le cycle. Elle la trouva un matin dans sa boîte postale administrative. Une enveloppe simple, blanche, manuscrite. L'écriture fit frémir quelque chose en elle. Une mémoire musculaire, une sensation ancienne. Sylvie. Sa mère. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution, comme si elle craignait d'y trouver une charge explosive. Les mots s'étalèrent sur la feuille, tremblants, irréguliers. Une lettre courte, mais lourde. Sylvie écrivait qu'elle était malade, qu'elle vivait désormais seule, dans un petit appartement en location. Julien était parti encore. Elle n'entrait pas dans les détails, mais laissait entendre qu'il l'avait abandonnée après avoir vidé ce qu'il restait de ses économies. Elle disait avoir entendu parler de Camille, par des voisins. Elle disait qu'elle ne savait pas où elle était, mais qu'elle espérait que cette lettre trouverait un chemin. Elle demandait de l'aide. Pas de pardon. Pas même de retour. Juste un signe, une réponse. Quelque chose. Camille lut la lettre 3 fois. Chaque lecture éveillait un sentiment différent. La première, elle fut paralysée. La deuxième, elle sentit une colère froide monter, une tempête sourde d'injustices accumulées. La troisième, elle resta simplement vide, vidée de toute réaction. Elle s'assit à son bureau, sans allumer l'ordinateur. Elle regarda la fenêtre. Elle n'avait jamais imaginé ce scénario. Elle avait cru que sa mère l'oublierait, jusqu'à la mort.
Elle-même s'était efforcée de faire de même. Mais la lettre était là, concrète, réelle, un fil tendu entre deux mondes que tout séparait. Elle rangea la lettre dans un tiroir, ne répondit pas. Pas tout de suite. Mais la graine était plantée. Les jours suivants, elle repensa à cette mère dont elle ne savait plus rien. À Julien, ce frère dont elle n'avait aucune nouvelle depuis des années. Et surtout, à ce qu'elle ferait si elle se retrouvait réellement face à Sylvie. Que dirait-elle? Que ressentirait-elle? Sa curiosité finit par l'emporter. Elle fouilla dans ses archives. Elle retrouva la liste de ses biens, les noms des locataires, les adresses. Et soudain, un détail la frappa. Un des appartements achetés 3 ans auparavant, situé dans une résidence modeste à l'est de Grenoble, avait été reloué récemment via son agence immobilière partenaire. Le nom sur le bail, Sylvie Laurent. Elle vérifia 3 fois. L'agence avait reloué le bien au nom d'un tiers, mais l'occupante désignée dans les documents était bien sa mère. Sylvie habitait donc l'un de ces appartements, depuis plus de 6 mois, sans le savoir. Camille ressentit un vertige. Le hasard avait voulu qu'elle héberge, sans le vouloir, la femme qui l'avait autrefois jetée à la rue. Ironie cruelle. Ou justice discrète? Elle ne savait pas. Mais elle comprit que cette coïncidence ne pouvait pas rester lettre morte. Elle ne pouvait pas ignorer une telle révélation. Elle contacta l'agence, se fit passer pour la gestionnaire principale de la société propriétaire. Elle demanda à visiter l'appartement sous prétexte d'un contrôle technique. L'agent habituel étant en congé, personne ne trouva cela étrange. On fixa un rendez-vous pour le vendredi suivant. Camille passa les jours suivants dans un état de tension feutré. Elle relut la lettre plusieurs fois, la mémorisa presque. Elle prépara mentalement ses réactions, ses réponses possibles, mais aucune répétition ne pouvait la préparer réellement. Le jour venu, elle enfila un tailleur sobre, attacha ses cheveux et prit le dossier du logement comme n'importe quel autre dossier. Elle monta les escaliers du petit immeuble avec un calme trompeur. Devant la porte, elle inspira profondément et frappa. 3 coups secs. De l'autre côté, un pas hésitant, lent. La porte s'ouvrit. Et là, Camille la vit. Sa mère, vieillie, voûtée, le regard terne. Sylvie ne la reconnut pas. Camille avait changé. Plus de 10 ans. Une autre femme. « Bonjour », dit-elle d'une voix posée. « Je suis la représentante de la propriétaire. Nous faisons un contrôle de routine. » Sylvie hocha la tête, sans rien dire. Elle ouvrit la porte en grand. Camille entra dans l'appartement où elle ne serait jamais venue, en théorie, et s'installa comme une étrangère. Elle allait découvrir, très vite, que les blessures du passé ne s'effacent pas, mais qu'on peut apprendre à vivre en les regardant en face. L'appartement était modeste, presque triste. Les murs autrefois blancs tiraient vers le gris, marqué par les années. Le mobilier semblait avoir été récupéré ou acheté d'occasion. Un canapé trop mou, une table bancale, quelques bibelots éparpillés, vestiges d'un passé qui n'avait pas su se transformer en confort. Camille, debout au centre du salon, tenait son dossier contre elle comme un bouclier. Sylvie, toujours sans la reconnaître, lui montra la cuisine, la salle de bain, la chambre. Gestes automatiques, sans chaleur, comme on accueille une fonctionnaire. Camille observait chaque détail. Le linge étendu sur un séchoir près de la fenêtre. Les boîtes de médicaments sur la table de nuit. Une photo encadrée sur une étagère. Julien, plus jeune, souriant, probablement avant la chute. Rien d'elle. Nulle part. Elle prenait des notes sur son carnet, mais son esprit était ailleurs. Chaque pièce de l'appartement réveillait un souvenir inversé, un Noël sans rire, une dispute oubliée, une attente déçue. Sylvie parlait peu. Elle semblait fatiguée, désabusée. Elle ne posait aucune question sur la propriétaire, sur la gestion, comme si cela ne l'intéressait. Plus, elle acceptait l'autorité de cette représentante sans même chercher à comprendre. Dans la cuisine, Camille ouvrit un placard sous l'évier pour vérifier les canalisations, comme elle l'aurait fait pour n'importe quel locataire. Une fuite lente, pas encore problématique. Elle nota l'information, proposa une intervention dans la semaine. Sylvie hocha la tête, remercia mécaniquement. Ce qui frappa Camille le plus, c'était l'absence de colère. Sa mère n'était pas dure, ni hostile,
Elle était vide. Une femme brisée par les années, par les décisions prises trop tôt, trop violemment. Une femme que Julien avait abandonnée à son tour, comme elle l'avait fait autrefois à Camille. Et dans ce cycle d'abandon, seul restait le silence. Lorsque Sylvie mentionna Camille, la Camille qu'elle croyait perdue, disparue, ce fut avec un mélange de rancœur et de regret étouffé. « Vous savez, dit-elle en versant de l'eau dans un verre, j'ai eu une fille. Mais elle a choisi de partir. Elle n'a pas compris que je faisais ce que je pouvais, ce qu'il fallait. » Camille ne répondit rien. Elle la regarda, ses traits tirés, ses mains tremblantes. Elle avait tant rêvé de ce moment, tant imaginé ce qu'elle dirait si elle revoyait un jour sa mère. Mais maintenant qu'elle était là, elle ne ressentait ni triomphe, ni satisfaction, seulement une immense fatigue. Elle termina l'inspection en silence, remercia poliment, se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna, une dernière fois. « Madame Laurent, dit-elle, si vous avez besoin de quelque chose, prévenez l'agence. Nous ferons notre possible. » Sylvie acquiesça, sans vraiment écouter. Camille franchit le seuil, descendit lentement les escaliers, le cœur lourd. Une fois dehors, elle s'adossa au mur, ferma les yeux. Le ciel était couvert, l'air humide. Elle sentit une larme couler sans s'en rendre compte, la première depuis des années. Pas une larme de faiblesse, une larme de vérité. Elle rentra chez elle sans passer par le bureau. Elle s'assit, dans le silence de sa chambre, sortit son carnet, écrivit sans réfléchir. « Elle vit chez moi. Elle ne le sait pas. Et moi, je ne sais plus ce que je ressens. » Le soir même, elle appela l'agence et demanda que le prochain prélèvement de loyer de Sylvie soit suspendu temporairement. Elle prétexta un ajustement contractuel. Personne ne posa de questions. Camille savait qu'elle ne voulait pas encore se dévoiler. Elle voulait comprendre, observer, voir jusqu'où sa mère tiendrait sans savoir qu'elle était, une fois encore, sous son toit. Les jours suivants, elle passa régulièrement devant l'immeuble, sans monter, sans se montrer, juste pour s'assurer que Sylvie était encore là, qu'elle mangeait, qu'elle sortait parfois. C'était comme surveiller une blessure ancienne pour s'assurer qu'elle ne s'ouvrait pas de nouveau. Elle aurait pu la confronter, lui jeter la vérité au visage. Mais à quoi bon? Ce qu'elle cherchait n'était plus la revanche. C'était autre chose. Une forme de paix qu'elle ne savait pas encore nommer. Elle voulait voir jusqu'où allait la solitude de Sylvie. Ce que devenait une mère qui perd tout après avoir tout fait pour effacer sa fille. Camille comprenait, à présent, que certaines douleurs ne se résolvaient pas par des dialogues, mais par la distance. Une distance active. Elle ne voulait plus fuir. Mais elle n'était pas encore prête à pardonner. Elle était prête à veiller, à protéger, peut-être, mais sans se sacrifier. Et dans ce silence partagé, elle posa les bases d'une nouvelle forme d'amour. Furtif, secret, mais réel. Camille retourna dans l'appartement de Sylvie une semaine plus tard, cette fois pour faire semblant de superviser les réparations de la canalisation signalée lors de la précédente visite. Elle avait tout organisé. Un plombier discret, des horaires précis, un dossier complet en main. Chaque geste était calculé, chaque mot pesé. Elle savait qu'elle n'aurait peut-être plus beaucoup d'occasions de voir sa mère sans se dévoiler, et elle voulait observer, comprendre encore un peu plus avant de décider quoi faire de cette relation suspendue. Lorsqu'elle frappa, à la porte, Sylvie ouvrit plus lentement que la dernière fois. Elle avait l'air encore plus fatiguée. Un visage fermé, des yeux cernés. Camille entra comme une étrangère, salua poliment et prit note des installations pendant que le plombier se mettait au travail. Sylvie resta dans le salon, silencieuse, le regard perdu dans le vide. Camille s'assit en face d'elle, feignant de relire des documents. Une tension sourde emplissait l'air, comme un orage prêt à éclater, mais qui jamais ne venait. Sylvie parlait peu, mais lorsqu'elle le faisait, c'était pour se plaindre, de façon vague, comme si elle déversait un flot de regrets sans chercher de réponse. C'est difficile, vous savez, quand on a tout perdu, la maison, le confort, même la famille. Camille hocha la tête sans répondre. Elle l'écoutait, non comme une professionnelle, mais comme une fille qui entendait pour la première fois sa mère reconnaître, même indirectement, la désintégration de ce qu'avait été leur monde commun.
Mon fils, Julien. Il ne donne plus de nouvelles. Parti, encore. Il n'a jamais su tenir ses promesses, toujours à courir après quelque chose. Et moi, je suis restée là, à ramasser les morceaux. Elle toussa légèrement, prit une gorgée d'eau, puis ajouta « Et ma fille, elle, c'est autre chose. Elle n'a jamais compris. Trop sensible, trop fière. Elle est partie du jour au lendemain, comme si j'étais un monstre. » Camille sentit une douleur familière se réveiller dans sa poitrine. Ces mots, dits sur un ton résigné, sans affection, sans remise en question, touchaient un point qu'elle croyait anesthésié. Elle se força à rester impassible. Elle ne voulait pas, ne pouvait pas réagir. Pas encore. Je ne sais même pas si elle est vivante, conclut Sylvie en haussant les épaules. Le plombier finit son travail, salua rapidement et quitta l'appartement. Camille se leva à son tour, rangea lentement ses papiers. Elle s'approcha de la porte, puis se retourna une dernière fois. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider. » Sylvie leva les yeux vers elle, comme si, un bref instant, elle cherchait quelque chose dans son visage. Mais ce fut fugace. Elle acquiesça simplement et laissa Camille partir. Dans l'escalier, Camille sentit ses jambes faiblir. Une fois, dehors, elle marcha sans but, comme ivre. Chaque mot de sa mère résonnait en elle avec une violence douce, presque plus douloureuse que la haine. L'indifférence. Le refus de reconnaître ses propres erreurs. La réduction de Camille à une enfant trop fière, comme si ses choix, ses blessures, n'étaient qu'un caprice. Elle rentra chez elle et s'effondra dans le fauteuil du salon. Pas de larmes cette fois. Pas encore. Mais un vide immense, une absence de colère, d'espoir, de solution. Elle comprit alors que sa mère ne changerait jamais, que le pardon ne viendrait pas d'une révélation soudaine, qu'il ne viendrait peut-être jamais. Et pourtant, malgré tout cela, elle se savait incapable de tourner le dos à cette femme. Elle ne l'aimait plus, pas comme avant, mais elle ne pouvait pas cesser de s'en soucier. Elle pensa à ces années passées à construire une vie, une indépendance, une armurerie, et elle se rendit compte que, malgré tout, une part d'elle restait cette fille de 17 ans, debout dans le jardin, regardant ses affaires brûler. Camille prit une décision ce soir-là. Elle n'allait pas disparaître à nouveau. Mais elle n'allait pas revenir non plus. Elle resterait présente dans l'ombre. Elle allait protéger sa mère, l'aider à sa manière, sans jamais redevenir cet enfant blessé qu'on pouvait piétiner. Le lendemain, elle appela l'agence et fit baisser le loyer du logement à un montant symbolique. Elle mit en place un compte anonyme pour les frais médicaux. Sylvie ne saurait jamais que derrière ces aides se trouvait sa fille. Mais Camille, elle, savait. Et cela suffisait. Les semaines passèrent dans un calme tendu, comme si tout était suspendu à un souffle. Camille poursuivait sa routine, ses affaires immobilières, son travail partiel, ses visites discrètes aux abords de l'immeuble où vivait Sylvie. Elle ne montait plus. Elle observait seulement. De temps à autre, elle demandait à l'agence de vérifier la plomberie, la chaudière, les luminaires. Elle veillait à ce que rien ne manque, que rien ne menace l'équilibre fragile de cette nouvelle dynamique. Mais l'équilibre ne dure jamais. Un appel de l'agence, un matin, mit fin à cette stabilité illusoire. Madame Laurent a fait une chute dans l'escalier de l'immeuble. Elle a été conduite à l'hôpital. Elle va bien, mais il faudra vérifier ses conditions de vie pour la suite. Camille remercia l'interlocuteur sans laisser transparaître son trouble. Dès qu'elle raccrocha, elle composa le numéro de l'hôpital. Elle se fit passer pour une représentante légale de la société propriétaire, prétextant une responsabilité civile à vérifier. Elle obtint les informations essentielles. Sylvie avait été admise en urgence, souffrait d'une fracture du poignet et d'une commotion légère. Elle devait rester en observation quelques jours. Camille ne se rendit pas immédiatement à l'hôpital. Elle paya les frais médicaux à distance, via une carte liée à un compte annexe. Elle appela le service social de l'établissement pour s'assurer que tout serait pris en charge. Chaque démarche, chaque coup de fil, chaque virement était pour elle une manière de maintenir le contrôle, d'éviter l'émotion. Mais l'émotion vint tout de même, d'une façon inattendue. 3 jours plus tard, Camille se rendit à l'hôpital.
Elle demanda à voir une infirmière, juste pour s'assurer que tout allait bien. La jeune femme qui la reçut fut gentille, directe. Elle parlait de Sylvie avec cette distance bienveillante propre au personnel hospitalier. « Votre mère, elle parle souvent de vous, vous savez, surtout depuis sa chute. » Camille la fixa, interdite. « Elle vous a prise pour moi ?» L'infirmière sourit doucement. « Ah non. Mais hier soir, elle a cru que j'étais vous. Elle m'a demandé pardon. » Un frisson parcourut Camille. Elle n'osa pas demander plus. Mais l'infirmière poursuivit, naturellement. Elle m'a parlé d'une fille qu'elle avait perdue. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais su comment l'aimer. Qu'elle pensait qu'en la rejetant, elle la rendrait plus forte. Elle m'a dit qu'elle vivait avec cette peur, tous les jours, que vous soyez morte, ou pire, que vous l'ayez effacée à jamais. Camille ne répondit rien. Elle sentit ses jambes trembler, comme autrefois, quand elle s'était retrouvée dans la rue. Elle remercia l'infirmière, puis repartit. Elle n'entra pas dans la chambre de Sylvie. Pas encore. Elle n'était pas prête. Mais ce qu'elle venait d'entendre la bouleversait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Sa mère, cette figure froide, autoritaire, souvent cruelle, parlait maintenant de peur, de culpabilité. Camille ne savait pas si ces mots suffisaient, mais ils existaient. Et c'était déjà plus que ce qu'elle avait jamais reçu. Ce soir-là, elle relut la lettre que Sylvie lui avait envoyée. Elle y chercha des indices, des regrets cachés. Elle y trouva, peut-être pour la première fois, une forme de fragilité, une faille dans la cuirasse, une femme à bout, abandonnée à son tour, murée dans ses propres erreurs. Camille comprit alors que la fureur qu'elle avait emportée n'était plus dirigée contre sa mère. Cette fureur ancienne, brûlante, était devenue autre chose. Un savoir, une mémoire, un carburant pour ses choix. Mais plus une arme. Elle se leva, prit un cahier neuf et commença une lettre. Pas une réponse à celle de Sylvie. Une lettre pour elle-même. Elle y décrivit ce qu'elle ressentait. La peur de se laisser attendrir, la colère résiduelle, le vertige d'être vue, enfin, même par erreur. Et au bas de la page, elle écrivit « Peut-être qu'elle n'a jamais su aimer, mais moi, j'ai appris. » Elle referma le carnet et regarda longtemps la fenêtre. L'hôpital était à quelques rues. Sa mère y dormait sous des draps qu'elle avait payés, dans une chambre éclairée par sa discrétion. Et pour la première fois, Camille pensa qu'elle pourrait s'approcher. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Camille retourna à l'hôpital 2 jours plus tard, sans prévenir. Elle ne voulait pas entrer. Pas encore. Elle resta dans le couloir, derrière une cloison vitrée, à observer. Sylvie lisait un vieux magazine, les lunettes glissées sur le bout du nez, le poignet bandé. Elle semblait plus petite, plus fragile, presque irréelle. Camille resta là quelques minutes, puis repartit sans bruit. Ce jour-là, elle prit sa décision. Pas une décision héroïque, ni spectaculaire. Une décision lente, mûrie, réfléchie. Elle allait assumer les soins de sa mère, pas comme une fille revenant à la maison, pas par pardon, mais parce que c'était sa manière à elle de rompre le cycle. Elle allait aider, oui, mais à sa manière, sans se montrer, sans se soumettre, sans effacer ce qu'on lui avait fait. Elle commença par contacter l'agence immobilière et changea les conditions du bail. Le loyer serait désormais symbolique. Une somme dérisoire, à peine suffisante pour couvrir les frais fixes. Elle fit passer cela pour un accord social temporaire destiné à une locataire en situation fragile. Elle demanda aussi à ce que les relances soient suspendues en cas de retard. L'agence, habituée à ces demandes peu ordinaires, obéit sans poser de questions. Puis elle ouvrit un compte anonyme destiné à couvrir les médicaments de Sylvie. Chaque ordonnance envoyée à la pharmacie serait automatiquement débitée sur ce compte sans que Sylvie n'en voie l'origine. Camille signa une procuration, indirecte, utilisa une boîte postale pour toute correspondance. Elle savait comment rendre tout cela invisible. C'était devenu sa spécialité. Elle engagea aussi, à distance, une aide ménagère 2 fois par semaine, prétextant une initiative de la copropriété pour soutenir les locataires âgés. Sylvie accepta ce service avec suspicion d'abord, puis avec résignation. Elle ne posait pas de questions. Elle prenait ce qu'on lui donnait, sans chercher à savoir qui était derrière cette main tendue.
Camille, de son côté, gardait ses distances. Elle ne cherchait plus à comprendre sa mère. Elle ne lisait plus la lettre. Elle ne retournait plus devant l'immeuble. Elle agissait, froidement, efficacement. Son amour n'était plus fait de mots, mais de gestes invisibles, de choix pragmatiques, et cela lui suffisait. Julien, lui, avait disparu. Plus de lettres, plus d'appels. Il avait fui comme il avait toujours vécu, en courant après quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Sylvie n'en parlait plus. Dans ses rares conversations, avec l'agence ou l'aide ménagère, elle évoquait un fils très occupé, pris par ses affaires. Des mensonges usés, répétés pour ne pas perdre la face. Camille, chaque mois, vérifiait les relevés. Elle s'assurait que tout était en ordre, que l'eau était payée, que le chauffage fonctionnait, que les murs restaient debout. Elle n'attendait rien en retour. Pas de reconnaissance, pas d'excuses. Elle agissait en silence, portée par une logique nouvelle, celle de ne pas ressembler à ce qu'on avait été pour elle. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. Un rêve. Elle marchait dans le jardin de leur ancienne maison, les herbes hautes, les cendres encore visibles. Elle entendait sa mère l'appeler, mais ne pouvait jamais la voir. Elle se leva, alluma la lampe et prit son carnet. Elle écrivit lentement ces mots. « Je n'ai plus besoin qu'elle me voie. Je me vois assez pour deux. » Cette phrase la libéra. Elle comprit que son choix n'était pas une faiblesse. C'était un acte de puissance. Elle contrôlait la situation. Elle décidait du lien. Elle en définissait les contours. Ce n'était pas du pardon. C'était une paix qu'elle construisait seule, loin des discours, loin des réconciliations factices. Chaque acte posé était un mur solide entre elle et l'ancienne Camille. Celle qu'on avait rejetée, humiliée, niée. Aujourd'hui, elle était celle qui tendait la main. Non pas par devoir, mais par volonté. Le monde, désormais, appartenait à cette nouvelle version d'elle-même, et elle comptait bien y rester souveraine. Camille avait tout planifié. Ce n'était pas une vengeance, ni un spectacle. C'était une mise en lumière, une vérité qu'elle avait choisi de révéler, sans cris, sans larmes, sans mise en scène. Après des mois à veiller dans l'ombre, à payer, à soigner, à faciliter la vie de sa mère sans jamais se montrer, elle avait compris qu'il était temps. Pas pour clore une histoire, mais pour en ouvrir une autre, silencieuse, honnête, nue. Elle envoya une lettre à Sylvie, signée simplement « La propriétaire du logement », l'invitant à un rendez-vous. « Nous souhaitons faire le point sur votre situation locative », indiquait le courrier. Le ton était neutre, impersonnel. La date fixée, l'heure aussi. Le lieu, un bureau discret de l'agence, loué pour l'occasion. Camille savait que Sylvie viendrait. Elle n'avait plus grand-chose à quoi se raccrocher, et ce rendez-vous représentait une sorte de formalité à laquelle elle ne pourrait se soustraire. Le jour dit, Camille arriva la première. Elle portait un tailleur noir sobre, ses cheveux attachés, aucun maquillage. Elle s'assit derrière un bureau vide, sur lequel reposait seulement un dossier fermé. Elle n'avait pas préparé de discours. Elle ne voulait pas convaincre, expliquer ou rejouer le passé. Elle voulait seulement que sa mère voie. À 10 heures précises, on frappa à la porte. « Entrez », dit-elle d'une voix calme. Sylvie apparut dans l'embrasure, fatiguée, son sac serré contre elle. Elle s'arrêta net en croisant le regard de Camille. Une seconde de flottement. Puis ses traits se figèrent. « Camille ?» Aucun mot ne vint ensuite. Aucun cri. Aucun reproche. Le silence envahit la pièce. Un silence dense, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit, jamais pardonné, jamais compris. Camille se leva, sans brusquerie, contourna le bureau et s'assit, en face de sa mère. Elles étaient à peine à 1 mètre l'une de l'autre. Et pourtant, une distance abyssale les séparait encore. « Tu vis dans un de mes appartements ?» dit Camille. « Depuis plus de 6 mois. Tu n'as jamais su que c'était moi. J'ai tout fait pour que tu ne le saches pas. » Sylvie restait immobile. Son visage n'exprimait rien de clair. Ni joie, ni honte, ni colère. Seulement une stupéfaction vide. « C'est toi qui… »
Camille acquiesça. Elle n'avait pas besoin de confirmer davantage. J'ai payé les frais médicaux, les médicaments. J'ai baissé ton loyer. J'ai fait tout ça sans que tu le saches. Pas pour te punir. Pas pour te sauver non plus. Sylvie baissa les yeux. Un long silence suivit. Pourquoi? Camille respira profondément. Elle regarda sa mère avec une lucidité nouvelle. Parce que je n'attends plus rien de toi. Ni excuse, ni amour. J'ai construit ma vie sans toi. Et je continuerai comme ça. Mais je ne voulais pas que tu sois à la rue. Même après tout. Sylvie leva les yeux, brillants. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Camille poursuivit, d'une voix posée. « Je ne veux pas ton pardon. Je ne te pardonne pas non plus. Ce que tu as fait reste. Mais moi aussi je reste. Pas pour être ta fille. Juste pour être celle que je suis devenue malgré toi. » Elle se leva, attrapa le dossier, le tendit à sa mère. « Tu peux rester dans l'appartement aussi longtemps que tu veux. Le bail est à durée illimitée maintenant. Tu n'as rien à payer. Tout est pris en charge. » Sylvie prit le dossier, les mains tremblantes. Elle n'osa pas regarder Camille dans les yeux. « Et Julien ?» demanda-t-elle enfin, dans un souffle. « Julien a disparu, » répondit Camille. « Et moi, je n'ai plus besoin de le chercher. » Elles restèrent là, quelques secondes de plus. Puis Camille ouvrit la porte. « Tu peux y aller. Il n'y aura pas d'autre rendez-vous. Tu sais où je suis maintenant. Si un jour tu veux parler, vraiment parler, ce sera à toi de venir. » Sylvie passa la porte sans un mot. Elle descendit lentement les escaliers, tenant le dossier contre elle comme une ancre dans une mer en furie. Camille resta seule dans la pièce. Elle s'assit de nouveau, fixa le mur vide. Aucune satisfaction, aucune douleur. Un calme immense. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle n'avait rien à prouver, rien à réparer. Elle ne cherchait ni justice ni reconnaissance. Elle avait simplement choisi de faire la paix avec elle-même, à sa manière. Dans l'après-midi, elle se promena longuement dans les rues de Grenoble. Elle acheta un carnet neuf, cette fois à couverture blanche. En haut de la première page, elle écrivit « Je suis en paix, et c'est tout ce que je voulais. » Elle ne regarda plus jamais en arrière.